Bonjour à tous et toutes. Nous sommes une trentaine de participants à ce webinaire euh, qui portera donc sur l'emploi et l'insertion dans les quartiers politiques de la ville. Pour rappel, ce webinaire est le quatrième sur 4 d'un cycle de webinaires organisé par l'INSEE Provence-Alpes-Côte d'Azur et Cité Ressources depuis le mois de février de cette année. Nous avons souhaité animer un certain nombre de rencontres dont l'objectif était de rendre plus lisibles des ressources utiles pour l'exercice d'évaluation finale des contrats de ville et également une contribution à l'élaboration du futur cadre contractuel. Ça a été jusqu'à présent l'occasion de faire connaître des travaux de l'INSEE sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville qui ont été publiés entre 2016 et 2021, des travaux sur l'insertion, sur le décrochage scolaire, sur l'attractivité des quartiers, notamment en termes de mobilité résidentielle. Et lors de chacun de ces webinaires que vous pourrez rencontrer progressivement en replay sur le site de Cité Ressources, ces rencontres en fait essayent de mettre en débat les analyses et les résultats des publications de l'INSEE avec l'appui et le témoignage de chercheurs de l'observation des dynamiques sociales, des dynamiques économiques et éducatives, que ce soit à l'échelle nationale ou régionale, mais aussi d'acteurs clés de la mise en œuvre d'actions et de dispositifs. Donc aujourd'hui, nous allons consacrer cet échange aux questions d'emploi et d'insertion en partant du constat suivant qui sera approfondi et développé par mes collègues Pascal Rouault et Stéphanie Durieux de l'INSEE PACA. Ce constat est que les habitants des QPV de la région sont confrontés à des difficultés d'insertion professionnelle aiguës. Je ne vous apprends rien en disant ça sans doute, mais ce qu'il faut, me semble, avoir très présent à l'esprit, c'est que leur faible niveau de formation n'explique qu'en partie seulement ces difficultés, qui ne sont d'ailleurs pas homogènes d'un quartier à l'autre. Donc, plus d'un tiers des habitants des QPV vivent dans des quartiers qui sont situés à la lisière des grandes villes et qui concentrent à la fois inactivité et chômage. Un cinquième des habitants des QPV régionaux vivent dans des quartiers qui sont marqués par la précarité de l'emploi et le chômage. Dans les quartiers autres, hors QPV, les difficultés d'insertion sont moindres, mais restent malgré tout très prononcées. Donc voilà, ça c'est quelques éléments généraux qui seront approfondis dans quelques instants par Pascal Rouault et Stéphanie Durieux. Suite à leur exposé issu donc d'une publication, on cédera la parole pour un témoignage, pour une réaction aussi aux éléments qui auront été apportés par l'INSEE à Samira Fakir, directrice adjointe du pôle emploi à Marseille. Et suite à quoi, Yannick Lorty, professeur des universités, prendra la parole également pour évoquer un aspect plus spécifique des enjeux d'emploi et d'insertion, qui est celui des logiques de discrimination, notamment discrimination à l'embauche et des effets respectifs de l'adresse, donc du lieu de résidence et de l'origine réelle ou supposée. Voilà, on échangera au fur et à mesure avec la salle via le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos remarques sur le chat. Nos invités y ont accès et peuvent suivre ces relations ou ces interactions avec vous. Donc, n'hésitez pas à vous servir du chat. Et puis, à la fin de la séance, on ouvrira les micros et on aura un échange direct. Je vous rappelle que nous souhaitons garder un format relativement court, puisqu'on a tous fait l'expérience des visios qui durent trop longtemps. Donc, on essaiera de conclure d'ici 1h30, d'ici 1h20 à 11h.
Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel en introduction. Bonjour Pascal, bonjour Stéphanie. Bonjour. Pascal, tu as ton micro coupé. Ok, alors on va essayer de régler ça. Voilà. Merci, c'est bon. Ok, Stéphanie, je vais te laisser la parole. Ok. Tu mets le diapo? Il arrive. Ok. Donc voilà, donc Pascal et moi allons vous présenter aujourd'hui les résultats d'une étude publiée début 2020 par la direction régionale de l'INSEE-PACA qui s'intitule Quartier de la politique de la ville dans les quartiers les plus en difficulté, seulement un habitant sur 3 en emploi. Alors, c'est une étude qui a été réalisée en partenariat avec la DRETS, la direction régionale Pascal, ouais, de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, avec l'expertise précieuse de Cité Ressources, dans l'objectif d'éclairer les politiques publiques pour étudier la situation des habitants des QPV de la région au regard de l'emploi, et d'une part en déterminant des profils de QPV, d'autre part en comparant le taux d'emploi des habitants des QPV à celui des autres habitants. La source principale a été le recensement de la population, même si on a utilisé aussi d'autres sources. Alors, on a commencé par s'intéresser à l'emploi dans l'ensemble des QPV de PACA. Alors, tout d'abord, on constate qu'une minorité des habitants des QPV de la région occupent un emploi. En effet, 40% sont inactifs, ce qui correspond à la partie bleu clair, c'est-à-dire qu'ils ne participent pas au marché du travail. Alors, parmi eux, 5% sont des retraités et 12% sont en formation. Donc, les 24% restants, des 40%, sont soit des personnes au foyer, soit des personnes en incapacité de travailler. Ensuite, on a 20% des habitants des QPV qui sont au chômage, que vous voyez au milieu. Et ainsi, seuls 40% sont en emploi, c'est la partie bleu foncé. Alors, c'est beaucoup moins que parmi l'ensemble des habitants de la région, ce qu'on visualise là en bas en bleu foncé. Ces derniers sont 61% en emploi. Enfin, on remarque que les habitants des QPV de la région sont un peu moins souvent en emploi que les habitants des QPV de France métropolitaine, en moyenne France métropolitaine. Mais également, les habitants des QPV de la région se caractérisent aussi par une plus forte inactivité que dans les QPV des autres régions. À noter que les difficultés d'accès à l'emploi sont les plus marquées pour les femmes, dont près de la moitié sont inactives, et elles sont également plus fortes pour les jeunes, particulièrement touchés par le chômage, et les étrangers, plus souvent inactifs. Voilà pour l'entrée dans la vie active. Et lorsque les habitants des QPV travaillent, leurs conditions d'emploi sont moins favorables. Comme vous pouvez le constater en rouge, leurs emplois sont plus souvent à durée limitée, c'est-à-dire qu'ils occupent un emploi en CDD, en intérim ou en contrat aidé, que pour l'ensemble de la population de la région, en bleu. Ils sont également plus souvent à temps partiel, dont une partie est probablement subie. Enfin, les emplois exercés par les habitants des QPV sont globalement peu qualifiés. Les 3/4 sont de niveau ouvrier ou qualifié. Parmi l'ensemble des habitants de la région, c'est moins de la moitié. Alors, le décrochage des habitants des QPV vis-à-vis de l'emploi peut s'expliquer en partie d'abord par leur faible niveau de formation. Plus de la moitié de ceux qui ont quitté le système éducatif ne possèdent aucun diplôme. C'est 31% au niveau régional sur l'ensemble des habitants. Et cette absence de diplôme pèse sur le taux d'emploi des QPV. En effet, les diplômes constituent un des principaux leviers pour accéder à l'emploi. Également, le faible niveau d'équipement des habitants des QPV constitue un frein à l'emploi. Dans les QPV, 58% des ménages possèdent une voiture, alors que c'est le cas de 81% des ménages de la région. En effet, parmi l'ensemble des habitants de la région, les 3/4 se rendent à leur travail en voiture. Donc, sans la flexibilité permise par la voiture, de nombreux emplois qui pourraient être occupés par les habitants des QPV leur demeurent inaccessibles. Par exemple, les mères de famille qui ont la contrainte de devoir concilier travail et famille, ce que ne permet pas toujours la desserte de transport en commun, ou des personnes qui doivent refuser des emplois de nuit du fait de l'absence de transport en commun la nuit. De fait, seulement 28% des habitants des QPV sans voiture sont en emploi. Alors, ensuite, on a travaillé à un niveau territorial plus fin, QPV par QPV, et on a cherché à regrouper les QPV en fonction de leurs caractéristiques au regard de l'emploi. 3 profils de QPV se sont dégagés, et à l'intérieur de chaque profil, on retrouve des QPV qui se ressemblent. Donc, je vais maintenant vous présenter ces différents profils. Alors, un premier profil type regroupe 36 quartiers qui comptent au total 180 000 habitants.
c'est dans ces quartiers qu'on note le décrochage le plus marqué vis-à-vis de l'emploi. En effet, seul un tiers des habitants de ces QPV ont un emploi, contre 40% pour l'ensemble des habitants QPV de la région, et 20% des habitants sont au chômage. Enfin, l'inactivité est très forte puisque près de la moitié des habitants sont inactifs, 47%, voire 55% pour les femmes. L'absence de perspective professionnelle incite probablement une partie de la population à se retirer du marché du travail. En effet, dans ces QPV, le contexte économique local est très défavorable. La densité d'emplois salariés par habitant est 2 fois moindre que dans l'ensemble des QPV de la région. Ils sont également situés dans des communes où le taux de chômage est supérieur à la moyenne régionale. Enfin, 60% des habitants des QPV qui ont quitté le système éducatif n'ont aucun diplôme et ont ainsi plus de mal à trouver un emploi. En conséquence, la pauvreté y est plus fréquente que dans les autres QPV. Plus de la moitié, 53% des habitants vivent dans un ménage pauvre. Alors, il s'agit essentiellement de quartiers d'habitat social. Marseille, avec 22 QPV, dont 17, tu peux mettre le zoom, ouais, dont 17 dans les arrondissements du nord de la ville, est surreprésenté. Donc, on le voit ici sur ce zoom en bas à gauche, ce sont les QPV en rouge, et on voit la localisation des autres QPV de ce profil sur cette carte au-dessus de la région, juste au-dessus là. Donc, c'est le cas aussi à Avignon. Il y a 2 quartiers de la ville sur 3 qui font partie de ce profil. On a 2 quartiers très peuplés de Nice, par exemple Ariane-le-Manoir, les Moulins Point du Jour, et 4 des 8 QPV de Toulon qui appartiennent à ce profil. Ces quartiers se caractérisent par leur situation géographique le plus souvent en bordure des grandes villes, plus éloignés des centres historiques que les autres QPV. Alors, la typologie qu'on a réalisée a été faite sur l'ensemble des QPV de France métropolitaine pour comparer la situation des QPV de la région par rapport aux autres QPV français. Et on a ainsi pu constater que ce profil est surreprésenté dans la région par rapport aux autres QPV de France. Alors, le deuxième profil type se compose de 34 quartiers et 90 000 habitants. Dans ces quartiers, le taux d'emploi des habitants est de 39%, c'est proche de la moyenne des QPV de la région. Et le taux d'inactivité est un peu moins élevé qu'en moyenne des QPV de la région. En revanche, la part d'habitants au chômage est plus forte, 23% contre 20% pour l'ensemble des habitants des QPV de la région. Et surtout, les emplois occupés sont moins souvent stables. Ce sont plus souvent des emplois à durée limitée, 29% des emplois contre 21% pour l'ensemble des QPV de la région, et à temps partiel. Les ouvriers, catégorie socio-professionnelle la plus représentée, avec 42%, sont les plus concernés par les contrats courts, avec notamment une part importante d'intérim. Alors, ces QPV se situent plus souvent sur des territoires industriels touchés par le déclin de cette activité et plus globalement par des difficultés économiques, en particulier dans certains territoires de Vaucluse. On voit que c'est plutôt à l'ouest de la région. 14 de ces quartiers se situent en Vaucluse, par exemple Poux-du-Plan à Carpentras, Fourchevieille à Orange, 10 à l'ouest des Bouches-du-Rhône, Martigues, Arles, Salon, dans un contexte économique difficile. Ils appartiennent donc à des territoires où l'orientation industrielle, je le disais, est plus marquée, en particulier dans les zones d'emploi d'Istres, Martigues, Orange, Avignon. Alors enfin, le dernier profil type comprend 57 quartiers et 240 000 habitants. Donc la situation est un peu moins défavorable que dans les autres quartiers, mais le taux d'emploi est de 45% contre 40% pour l'ensemble des habitants des QPV. Le niveau de formation est légèrement plus élevé que dans les autres quartiers et l'environnement économique local est plus favorable, avec notamment une densité d'emplois salariés plus importante. Alors, les QPV de ce profil sont plus répartis sur le territoire que les QPV des 2 autres profils. Toutefois, tu veux mettre la carte, Pascal ? Toutefois, la majorité des QPV de l'Est de la région font partie de ce profil. Ainsi, 12 QPV sont situés dans les Alpes-Maritimes, quartier des Fleurs à Grasse, Ranguin-Frayère à Cannes, et 11 dans le Var. Et on trouve également ici le quartier atypique, le vaste quartier très peuplé du centre-ville Canet-Arnavaux de Marseille, qui compte quand même 97 000 habitants, donc un cinquième des habitants des QPV de la région. Je laisse la parole maintenant à Pascal pour la suite. Merci David de m'avoir permis de reprendre le micro. Merci Stéphanie. Alors, enfin, nous avons tenté de mieux appréhender les facteurs explicatifs du faible taux d'emploi qu'on observe dans les QPV. Et pour y arriver, nous avons mis en œuvre une modélisation statistique. Donc, l'objectif, ça va être de déterminer ce qui explique la différence entre le taux d'emploi des habitants des QPV et celui des autres habitants de la région.
Donc, en particulier, on va se demander quels sont le rôle des caractéristiques à la fois individuelles et contextuelles en termes de contexte économique local, et aussi ce qui demeure inexpliqué par le modèle. Alors, je vais essayer de rendre cette démarche un petit peu plus concrète en m'appuyant sur l'exemple de la seule caractéristique individuelle constituée par le niveau de diplôme. Donc, Stéphanie vient de montrer que les habitants des quartiers prioritaires ont à la fois un niveau de diplôme et un taux d'emploi plus faible que les autres habitants de la région. Et par ailleurs, nous savons qu'en règle générale, que ce soit dans les quartiers prioritaires ou ailleurs, la probabilité pour une personne d'occuper un emploi s'élève avec son niveau de diplôme. Donc, pour nous affranchir de ce qu'on appelle l'effet de structure lié au diplôme, on va se demander quel serait le taux d'emploi dans les QPV si à chaque niveau de diplôme, les habitants des quartiers prioritaires avaient la même probabilité d'occuper un emploi que les autres habitants de la région. C'est ce qu'on appelle le taux d'emploi attendu. Si on constate que le taux d'emploi effectivement observé dans les quartiers prioritaires est inférieur au taux d'emploi attendu, ça voudra dire qu'après avoir tenu compte du niveau de diplôme, d'autres facteurs interviennent dans cette différence. Donc, comme on l'a dit, le taux d'emploi des habitants des QPV de la région s'élève à 40%. Et dans les communes de plus de 10 000 habitants qui constituent notre référence, en dehors des QPV, ce taux d'emploi est de 63%. Donc, on a un écart qui est de 23 points. Alors, quand on tient compte de la structure par âge, par sexe, par niveau de diplôme, par nationalité et aussi du fait de posséder une voiture pour les habitants des QPV, on obtient un taux d'emploi attendu qui est de 52%, c'est-à-dire que 11 points d'écart sont expliqués par les caractéristiques individuelles des habitants des quartiers prioritaires. Si on rajoute à cela les caractéristiques contextuelles qui sont le fait d'habiter dans un environnement urbain et si on prend en compte aussi le taux de chômage observé sur la commune de résidence au sens du recensement, on explique un point d'écart supplémentaire. Et donc, il nous reste 11 points d'écart, c'est-à-dire presque la moitié, qui ne sont pas expliqués par le modèle. Alors, certes, notre modèle est assez rudimentaire, car les questions du recensement de la population, elles sont peu nombreuses et assez générales, et elles ne permettent pas de prendre en compte finement toutes les caractéristiques des personnes. Donc, dans cette part inexpliquée, on va sans doute trouver des éléments qui sont liés à l'environnement familial et à l'état de santé des personnes, ainsi qu'à la nature de l'offre d'emploi accessible, au réseau qui soit personnel ou professionnel des habitants des quartiers prioritaires, mais également de façon vraisemblable, enfin, un effet de discrimination qui est lié au lieu de résidence. Donc, ce qu'on s'est demandé aussi, c'est si l'écart inexpliqué était du même ordre de grandeur dans les 3 profils de QPV. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que dans les QPV les plus défavorisés, donc ceux à forte inactivité, c'est là que l'écart inexpliqué est le plus élevé puisqu'il est de 15 points, comme vous voyez sur la diapositive. Pour les 2 autres profils, il est certes un peu plus faible, il s'élève à 10 points, mais on constate quand même qu'il reste encore tout à fait significatif. Donc, pour conclure et synthétiser un peu ce qu'on a évoqué dans notre étude, on retient que dans les quartiers prioritaires de la région, on constate un faible niveau de diplôme et d'équipement des habitants, que leur insertion professionnelle est très compliquée, surtout pour les femmes, les étrangers et les jeunes, et que lorsqu'ils occupent un emploi, les habitants des quartiers prioritaires bénéficient de conditions d'emploi moins favorables que les autres habitants de la région, que les QPV ne sont pas entre eux homogènes et qu'on a pu mettre en évidence 3 profils types. Le plus pénalisé, c'est celui des QPV à forte inactivité. Et là, on va surtout retrouver des quartiers prioritaires sur Marseille, au nord de la ville.
Ensuite, deuxième profil type, c'est celui des quartiers prioritaires marqués par la précarité de l'emploi, qui se situent surtout dans l'ouest de la région et en particulier dans le département de Vaucluse. Et enfin, les quartiers prioritaires un peu moins pénalisés qui, eux, vont se rencontrer un peu partout dans la région, mais sont surreprésentés dans le département des Alpes-Maritimes. Et enfin, le décrochage vis-à-vis de l'emploi des habitants des quartiers prioritaires s'explique pour moitié par leurs caractéristiques individuelles et contextuelles, tandis que l'autre moitié reste inexpliquée par le modèle, sachant que cet écart inexpliqué est le plus élevé dans les quartiers prioritaires les plus pénalisés. Donc, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver la publication sur le site internet de l'INSEE. Merci beaucoup Pascal et Stéphanie pour ces précisions au diagnostic que vous dressez dans cette publication, ainsi que cette tentative d'explication des facteurs qui paraissent les plus déterminants. On reviendra peut-être un peu plus tard avec Yannick Lorty pour essayer de mieux comprendre ce grand tiers qui n'est inexpliqué dans le modèle que vous avez dressé. On peut faire l'hypothèse qu'une partie de ce tiers non expliqué du modèle peut renvoyer à des questions de discrimination. On y reviendra. Alors, est-ce que parmi le public, il y a des questions, des demandes de précision, des compléments d'analyse? N'hésitez pas à interagir avec nos invités via le chat. Et puis, nous essayerons de vous apporter des retours. En attendant, Samira Fakir, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis bien là. Bonjour Samira, vous êtes directrice adjointe à Pôle emploi Marseille. Oui, Marseille Carré Gabriel, l'agence dans le 14e arrondissement de Marseille, dans les territoires nord en question. Très bien, merci Samira. Samira, dans le diagnostic qui est dressé par l'INSEE, on comprend bien que les difficultés en matière d'insertion sont hétérogènes d'un quartier à un autre. Oui. Et à Marseille, si l'on prend seulement ce territoire que vous connaissez sans doute bien, on a vu que dans la typologie de l'INSEE, en 3 types de QP, il y a 22 quartiers dans le profil forte inactivité, 2 quartiers qui sont dans une situation de forte précarité dans l'emploi et 11 dans un profil moins défavorisé, mais c'est un profil qui est plutôt atypique, entre guillemets, parce qu'il comprend une grande partie de quartiers de centre-ville, de quartiers de danse, et qui comprend aussi une grande densité d'habitants, 100 000 habitants. Comment ces éléments de diagnostic résonnent avec le diagnostic que vous faites vous-même sur le terrain? Est-ce que vous avez des compléments d'analyse à apporter? Alors oui, je pourrais peut-être déjà réagir sur les éléments qu'ont apporté Stéphanie et Pascal. Sur les éléments que vous mettez en avant, vous parlez notamment de ce qu'on appelle nous les freins périphériques à l'emploi en fait. La mobilité en fait partie. Et puis vous avez parlé de niveau de diplôme. Sur le travail que mène l'emploi depuis plusieurs années maintenant, on est plutôt sur un niveau de compétence pour s'adapter aux besoins du marché du travail et aux besoins des entreprises. Et on travaille sur les secteurs dits en tension, les secteurs porteurs. Donc, on va plutôt, a priori, travailler sur la montée en compétences et développer les compétences des demandeurs d'emploi plutôt qu'à proprement parler des diplômes ou des certifications, sauf si l'emploi l'exige particulièrement. Donc, il y a un plan d'investissement des compétences au niveau national et au niveau régional, un plan régional d'investissement des compétences, le PRIC, pour lequel la région PACA nous a délégué le financement de formation et on s'attache justement à développer les compétences, alors qu'elles soient linguistiques, parce que vous avez parlé aussi d'étrangers tout à l'heure, donc faire en sorte que les personnes aient une visée professionnelle et une visée linguistique à la fois, que ce soit les compétences à l'emploi. Donc, ça peut être soit sur des formations classiques, soit sur des formations en emploi directement chez l'entreprise. Donc, plutôt que le travail du diplôme à proprement parler, c'est plutôt la montée en compétences sur laquelle on s'attache ces dernières années.
Votre, pour illustrer aussi cet des élément que éléments vous que vous avez. apportez, Samira, il fait écho à la réaction de Anne Armand sur le chat qui pointe non pas seulement les faibles niveaux de formation, mais l'écart ou la déconnexion entre les niveaux de formation et les niveaux des demandeurs d'emploi et les niveaux de formation qui sont exigés par les employeurs. Tout à fait. On met en place des dispositifs du coup, qui cassent les codes du diplôme, cassent les codes, et je pense que ça fera écho à ce que nous expliquera aussi Yannick Lorty tout à l'heure. On met en place ce qu'on appelle les détections potentielles sur des secteurs en tension. Donc, on essaye d'aller détecter les capacités, les aptitudes des personnes, qu'elles aient travaillé ou jamais dans un secteur, pour aller identifier où elles se situent et si elles sont en capacité, avec une petite montée en compétences par exemple, de tenir le poste en question avec le partenariat des entreprises qui recherchent parce que métier tendu et ils n'ont pas les salariés en question formés sur le poste. Donc, chacun joue le jeu, on détecte les potentiels. En entreprise, on accompagne si nécessité de développer les compétences de la personne directement en poste ou en formation à longue durée. Et à l'issue, une embauche peut se faire. Donc, on essaye de sortir du cadre du CV avec diplôme tel que vous le présentez effectivement, et ce qui se développe depuis quelques années en tout cas. Ce que je voulais vous présenter aussi peut-être, c'est ce qui avait été mis en place et qui avait mobilisé à travers notamment les fonds sociaux européens pour casser aussi les métiers genrés, puisqu'on sait qu'il y a des métiers sur lesquels il y a du recrutement possible, mais sur lesquels les métiers sont dits entre guillemets masculins ou perçus comme étant masculins par les femmes, elles n'y vont pas. Et puis certains métiers, à contrario, sont dits féminins et sur lesquels les hommes ont moins tendance à se positionner. Donc on a mis en place un accompagnement spécifique pour valoriser, informer et former les demandeurs d'emploi sur ces métiers dits genrés, pour casser justement ces codes et faire en sorte que l'entreprise et la demande se rencontrent alors qu'ils ne sont pas faits pour se rencontrer dans les a priori. J'ai un petit potoun à vous partager, du coup, l'envoi. Et puis, si vous voulez, on va échanger. Alors, je pense ça, c'était une illustration de ce que je vous expliquais pour vous expliquer qu'on essaye de mettre en place un panel de solutions à la fois personnalisées et qui s'adressent au territoire et aux difficultés que vous avez soulevées. Je voudrais juste partager un deuxième petit document PowerPoint. Voilà. Hop. Si j'arrive à le partager. Ça a l'air de marcher Je pour pas vous, réussir, mais c'est pas Samira? grave. Non, ça ne marche pas, mais c'est pas grave. Je vous le joindrai si vous voulez le mettre en compte rendu. C'était pour vous présenter les différents dispositifs qui existent. Alors, vous avez souligné tout à l'heure la population jeune.
Donc, depuis la mise en place cette année du contrat d'engagement jeune, Pôle emploi met à disposition des accompagnements spécifiques jeunes pour les mener à l'emploi en les accompagnant 15 à 20 heures par semaine, chaque jeune, avec une rémunération possible justement pour leur permettre de lutter contre les freins, que ce soit la mobilité, le numérique et tous les freins périphériques qu'ils pourraient rencontrer. Nous avons aussi, en partenariat avec le conseil départemental, pour les personnes qui cumulent différents freins, et particulièrement les bénéficiaires du RSA, un accompagnement qu'on dit global, c'est-à-dire que le conseiller travaille en binôme avec un travailleur social. Donc, le travailleur social va s'occuper des freins type logement, santé, garde d'enfants, etc. Pendant que le conseiller à l'emploi, lui, va s'occuper des démarches de recherche à l'emploi et de retour à l'emploi, donc avec une intensification des contacts pour faire en sorte que l'on ne lâche pas la personne qui a besoin énormément d'être reçue, d'être vue et d'être accompagnée. Et puis, je peux vous citer aussi un dispositif qui est mis en place uniquement sur 66 agences en France pour le moment, et qui, on espère, sera pérennisé, qui s'appelle l'équipe emploi. Donc, chaque agence, il y a 5 agences marseillaises et elles sont principalement axées sur les territoires nord, qui s'occupent des publics en grande difficulté. Donc, ce sont des accompagnements qui sont consacrés à peu près 80 personnes maximum par conseiller, donc beaucoup moins de demandeurs d'emploi qu'un peu classique, où on peut retrouver un conseiller qui peut gérer en moyenne 200-250 personnes. Là, sur cet accompagnement, c'est plutôt 80 personnes maximum pendant 12 mois. Ils sont mis en place tous les panels possibles d'offres de services pour développer les compétences, rencontrer les entreprises. Par exemple, chaque agence met en place 4 rencontres employeurs par mois, un minima, pour toutes les agences marseillaises. Donc ça, c'est les capacités de retour à l'emploi. Et puis, on fait ce qu'on vous a dit tout à l'heure, la détection de potentiel, faire découvrir des secteurs qui recrutent et monter en compétence sur ces secteurs. Voilà, inviter les personnes à y aller. Il y a énormément de dispositifs. Je ne peux pas, là, en 10 minutes, tous vous les présenter. Je vais vous envoyer le PowerPoint en Bien synthèse. sûr. Et puis, si vous avez des questions ultérieurement, je pourrai y répondre sans aucun souci. Mais on essaie d'adapter la solution par rapport aux freins rencontrés les personnes. Dans les 11, ou j'ai plus de tête, les 11 points, me semble-t-il, Pascal, que vous avez évoqués en suivant les QPV, non expliqués en tout cas. Nous, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a cumul de freins pour certaines personnes. C'est-à-dire, on n'est pas simplement sur soit garde d'enfants, soit la santé, soit le logement, mais on cumule toutes les particularités, ce qui fait que le retour à l'emploi peut être beaucoup plus long. Donc, ce qu'on fait depuis cette année aussi, c'est qu'on intensifie l'accompagnement des personnes dites demandeurs d'emploi de longue durée, donc qui ont au moins 15 mois d'inscription sans retour à l'emploi. Et on essaie de mettre en place des dispositifs collectifs, donc la remobilisation collective, des prestations d'accompagnement et de la mise en relation. On a mis en place des prestations santé spécifiques, par exemple, pour ce type de public-là. On va travailler avec la CARSAT aussi pour ceux qui sont pas très éloignés de la retraite, mais qui ne savent pas comment générer leur démarche. Et voilà, notamment, il y a énormément de dispositifs, je ne peux pas tous vous les expliquer, mais chaque particularité, chaque frein est travaillé. Et la remobilisation peut prendre beaucoup de temps parce que c'est un temps de confiance, c'est un temps qui peut être assez long, en fait. Samira, les agences pour l'emploi local sont des partenaires importants des contrats de ville. Oui. Les agences pour l'emploi mettent en œuvre des dispositifs propres ou internes ou développés et mis en œuvre par Pôle emploi, mais participent aussi à des dispositifs complémentaires de la politique des programmations de la politique de la ville. Et c'est le cas, par exemple, des cités éducatives, dont un des enjeux principaux, même peut-être, est celui de mettre en cohérence l'offre existante en matière d'accompagnement à l'insertion par l'emploi, de mettre en cohérence, d'articuler, d'identifier les trous dans la raquette ou les risques de rupture des parcours d'accompagnement. Donc, comment Pôle emploi Marseille prend part dans ces dispositifs complémentaires des programmations des contrats de ville? Oui, alors nous avons sur les agences aussi, dans le cadre du contrat de ville, les politiques de la ville, des permanences aussi hors les murs pour aller rencontrer les publics qui ne sont pas forcément utilisateurs de nos services et qui ont des droits
qui ne l'utilisent pas, qui ne mettent pas en œuvre. Donc, on va à leur rencontre, que ce soit, par exemple, dans les centres sociaux. Pour notre part, on a 2 permanences au Flamand et à Saint-Gabriel pour aller rencontrer les populations. Et puis, on met aussi en place ce qu'on appelle les places de l'emploi. Donc, des événements. Là, il y en a une au mois de juin dans le 13e arrondissement et nous, on va en mettre une en place dans le 14e arrondissement au mois d'octobre où, sur une journée complète, on met un panel d'offres de services à disposition et de rencontres possibles directement. Donc, il y a 2 ans, on l'avait fait au Flamand. Covid nous a ralenti sur nos capacités de sortie, mais on va au cœur des quartiers, au cœur de la cité pour aller rencontrer aussi les personnes. Et puis, on travaille aussi avec les médiateurs urbains, la DAP en particulier, sur un tas de dispositifs pour être au plus près des usagers, même s'ils ne viennent pas à notre rencontre, par exemple. Très bien, merci. Les cités de l'emploi, Samira, c'est un dispositif expérimental qui se déploie progressivement au niveau national et à l'échelle locale. Est-ce que c'est une démarche dans laquelle Pôle emploi trouve aussi sa contribution? Oui, tout à fait. Alors après, chaque Pôle emploi s'adapte à son territoire, hein. Donc nous, je vous le disais, on va avoir deux partenariats forts et puis chaque agence, en fonction de sa situation, d'autres arrondissements sur lesquels ça ne se justifiera pas parce qu'il n'y a pas la QPV, il n'y a pas le lieu en question. La question que l'on travaille aussi, vous le savez, c'est sur les invisibles, donc ces personnes qui sont sorties de tous les systèmes qui ne sont ni suivis par nous, ni aucun service public, ni d'enseignement. On essaye de travailler aussi, que ce soit avec nos partenaires, missions locales, les associations de territoire, à toucher ce type de public-là pour essayer de faire en sorte qu'ils soient pris en charge et qu'ils ne soient pas laissés de côté en tout cas. Voilà ce que je peux exprimer dans un premier temps, dans un si court temps. Merci, merci Samira. Dans le chat, on a un certain nombre de contributions. Pierre Laurent du CARI-FOREF réagissait à l'exposé de l'INSEE en disant que là, cela soulevait de son point de vue des enjeux de sourcing et d'accompagnement ad hoc. Alors, accompagnement ad hoc des NEETs, N-E-E-T-S, je ne connais pas ce sigle. Samira, c'est quelque chose qui vous parle? Oui, alors nous, on le dit assez facilement avec le terme invisible qui est peu valorisant, ni comme les NEETs. En fait, ce sont tous les publics qui ne sont, comme je vous ai dit, ni en emploi, ni en formation, ni à Qui passent à l'école, travers des catégories scolarisés, qui sont malheureusement des administratives consolidées. absolument, et qui ne sont touchés vers personne, malheureusement. Alors, Anne Armand pointait la déconnexion qu'il peut avoir entre bassin d'emploi, bassin résidentiel, hein, en citant le territoire de Miramas. Kamel Kafif nous disait que le niveau de diplôme est de moins en moins le critère principal pris en compte par les employeurs. Hein. Oui. C'est quelque chose que vous Oui. évoquiez également, Samira, et que finalement, c'est le savoir-être et la motivation qui jouent de ce point de vue d'abord, que la formation peut suivre par la suite en interne. Tout à fait, absolument. Toujours Kamel pointe les problématiques de santé et d'addiction qui viennent s'ajouter aux facteurs que l'on évoquait. Donc, comme vous le disiez, Samira, on n'est pas sur du ou, mais sur du et donc sur des cumuls de situations problématiques. Et je vois donc toujours Anne Armand qui nous dit que la difficulté des partenaires de l'emploi, soit les plis, missions locales, etc., a touché le public. Donc, je pense, cette même question du sourcing hein, et de comment l'information peut circuler, comment les dispositifs peuvent toucher les bénéficiaires. Et elle nous dit que sur son territoire, donc je suppose que ça va être Miramas, les structures souffrent d'une forte baisse de fréquentation du public et développent tout un tas d'initiatives originales pour trouver le public. Donc c'est cette fameuse enjeu de l'aller vers. Et ici, on nous parle de maraude le soir, parmi d'autres. Vous rencontrez ce type de problème, Samira, également, celui du manque de fréquentation, de la difficulté à toucher les bénéficiaires? Eux, ils viennent vers vous. Pas sur le 14e arrondissement, on est service public, il y en a malheureusement très peu qui sont en accès libre, j'allais dire, donc on n'a pas cette difficulté, ils viennent vers nous, effectivement.
Et puis, pour finir avec les réactions dans le chat, Claire Ossillou de la métropole Aix-Marseille nous dit qu'il y a un travail engagé sur la question de l'égalité professionnelle, EGA Lab, sous l'égide Égalab. de la Egalab, sur l'égide de la Cité des métiers, pour créer des Oui. outils pour l'insertion professionnelle des femmes, le soutien à l'entrepreneuriat féminin et la culture de l'égalité professionnelle en entreprise, avec une restitution des travaux le 7 décembre 2022. Vous avez Merci, Claire. un complément à faire, Samira, sur Egalab? Oui, avant de clôturer, absolument. J'en fais partie justement d'Egalab et dans le titre, enfin dans la question de l'égalité et de la mixité, on a cet accompagnement dont je vous ai parlé, mais on fait partie aussi d'Egalab et il y a eu effectivement une séance plénière hier sur laquelle on essaye de partir de cas concrets de freins périphériques pour trouver des solutions et de mettre en place de la lisibilité sur tous les dispositifs existants, de faire travailler tous les partenaires autour de cette question d'égalité, que ce soit l'emploi ou autre, la Cité des métiers, le CIDFF notamment aussi, et les structures, État, régions participent également. Donc la question de l'égalité au sein de l'emploi, mais pas que, et de la mixité vers les métiers pour que demain, les femmes et les hommes puissent trouver du travail autour des métiers non genrés en tout cas. Merci beaucoup. Merci Samira pour ce témoignage. Je me tourne vers Yannick Lorty, professeur des universités à Paris, à l'université Gustave Eiffel. Bonjour Yannick. Bonjour David. Bonjour Comment tout le monde. allez-vous? Et très très bien. Super, merci Yannick d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Yannick, dans les travaux, dans la publication de l'INSEE qui fait l'objet de notre échange aujourd'hui, on a bien compris que une partie des écarts dans le taux d'emploi des 15-64 en région PACA entre QP et hors QP pouvaient être expliqués par des caractéristiques individuelles et par des variables contextuelles, mais qu'une tiers de ce modèle restait plus difficile à expliquer. Et on a fait l'hypothèse ensemble qu'une partie de ce qui est inexpliqué pouvait renvoyer à des logiques de discrimination. Et de votre côté, parmi vos travaux, depuis un certain nombre d'années, vous vous êtes consacré à cet objectif qui est celui de mesurer localement l'ampleur des discriminations dans l'accès à l'emploi, entre autres des habitants des quartiers politiques de la ville. Et pour cela, vous réalisez des enquêtes selon une méthode dite de testing. Alors, en quoi consiste cette méthode d'enquête, Yannick? Donc effectivement, hein, si on s'intéresse aux discriminations, on est confronté à un problème d'objectivation, puisque sans doute dans toutes les formes de violence faites aux personnes, hein, les discriminations sont l'une des plus difficiles à objectiver, tout simplement parce que la victime n'est pas forcément le meilleur témoin. Parce qu'une discrimination, c'est une différence de traitement entre deux candidats à une ressource, notamment à un emploi, sur la base d'un critère prohibé, d'une caractéristique personnelle donc qui ne doit pas être utilisé dans le cadre d'un recrutement notamment. Et donc pour administrer la preuve de cette différence de traitement, c'est extrêmement difficile, hein. Il faudrait pouvoir observer tout le processus d'accès à la ressource et donc l'ensemble des candidats et de leurs caractéristiques, à la fois de leurs caractéristiques productives et non productives, et donc établir la preuve qu'il y a une différence de traitement, toutes choses égales par ailleurs. Et alors, les chercheurs qui s'intéressent aux discriminations, il y en a de plus en plus, hein, il y a une littérature vraiment en forte expansion dans le monde entier sur ces questions-là, utilisent aujourd'hui de façon prépondérante hein, une technologie statistique qu'on appelle en France couramment le testing, bon, qu'on appelle dans la littérature internationale le test par correspondance ou encore le test par correspondance par pair, hein, puisque l'idée, mais ça on connaît bien en général la technique dans sa version au moins la plus simple, hein. L'idée, c'est de fabriquer de toutes pièces des candidatures fictives qui sont semblables en tout point, donc sans être identiques, mais semblables, sauf sur une caractéristique dont on souhaite mesurer l'effet.
Typiquement, un homme, une femme, ou bien un noir, un blanc, une personne d'origine maghrébine, une personne d'origine franco-française. Voilà. Et on va envoyer ces candidats fictifs, alors en réponse à des offres d'emploi publiées sur le marché du travail réel, ou aussi il y a une variante où on fait des candidatures spontanées avec ces candidats fictifs. Et puis, on enregistre les réponses des recruteurs sur la base de cette expérience qu'on leur soumet, du choix qu'on leur soumet, en leur proposant 2 candidats fictifs. On voit si effectivement il y a des différences de traitement entre les 2 candidats fictifs. Puis après, on crée de grosses bases de données, on les enrichit et on traite les données statistiquement de façon à mettre en évidence, à tenter de mettre en évidence des différences de traitement. Donc, c'est prendre la mesure des problèmes de discrimination, en fait, au travers de ces méthodes de testing qui sont, en fait, sans doute l'une des seules façons véritablement de mesurer ces phénomènes. Je disais, Yannick, il y a un instant, que l'objectif de fond est celui de pouvoir mesurer localement l'ampleur des discriminations. Est-ce que vous pouvez nous décrire 1 ou 2 exemples d'enquêtes locales à partir de cette méthode? Alors, ça, c'est tout à fait nouveau, hein, parce qu'on a des tests qui sont menés en France depuis une bonne quinzaine d'années, qui portent dans différents domaines. Donc, c'est principalement l'accès à l'emploi, mais aussi le logement et aussi d'autres compartiments de la vie, comme l'accès au crédit, par exemple. On a un petit nombre de critères qui ont été évalués par l'ensemble de ces travaux, principalement l'effet de l'origine, l'effet du genre et aussi l'effet de l'adresse. Et puis, il y a d'autres critères de discrimination qui sont mesurés. Mais tous ces travaux, disons, ont plusieurs limites, hein, qui sont aussi bien connues. L'une de ces limites, notamment, c'est qu'ils ne sont pas du tout territorialisés. C'est qu'ils sont, en général, ils portent sur une très large région, voire sur l'ensemble du pays, alors qu'il peut y avoir des différences locales extrêmement importantes. Et d'ailleurs, l'une des contributions de l'étude de l'INSEE, hein, c'est précisément d'illustrer cette diversité locale à l'aide de leur typologie. Et donc, c'est pareil pour les discriminations. On peut avoir davantage de discrimination dans tel territoire et dans tel autre. D'où l'intérêt d'avoir ce type de mesures locales. Par ailleurs, la plupart des études sont monocritères, c'est-à-dire qu'on va regarder un seul motif de discrimination, alors que c'est vraiment très intéressant de croiser les critères, hein, parce qu'il se passe beaucoup de choses à l'intersection des différents critères. On sait qu'il y a des problématiques spécifiques, par exemple, sur les effets de l'origine croisés avec l'adresse, ou les effets du genre croisés avec l'origine et avec l'adresse. Donc, nous, ce qu'on a développé assez récemment, hein, depuis 2 ans maintenant, c'est précisément des protocoles de tests qui sont localisés, qui portent sur des territoires très, très fins et qui sont multicritères, qui nous permettent de mesurer les effets croisés de différents critères. Et par ailleurs, ces protocoles sont destinés à être répétés dans le temps, ce qui nous permet aussi de suivre l'évolution des discriminations au niveau d'un territoire donné. Donc, on a fait un premier travail pilote sur la communauté d'agglomération de Maubeuge. Donc, c'est la communauté d'agglomération de Maubeuge, c'est la taille d'un arrondissement, donc c'est quelques cantons, hein, ça équivaut aussi à un pays. Donc, en tout cas, c'est un micro-territoire. Et donc, c'est très intéressant de mesurer avec des méthodes de tests par correspondance, hein, les discriminations sur un micro-territoire. Et on vient de répliquer cette même méthodologie de test sur la métropole européenne de Lille et ses 95 communes. Et là, on a fait un test multicritère, donc qui croise véritablement le genre, l'adresse, habiter ou non dans un quartier prioritaire, et l'origine. Et je pense que le fait même qu'aujourd'hui en France, on sache mobiliser ce type de technologie à la fois localisée et multicritère, ouvre des perspectives vraiment très intéressantes en amont des contrats de ville et à des fins aussi d'évaluation des politiques de la ville. Et donc, moi, j'ai un projet qui est de reproduire ce type d'études dans d'autres terrains et notamment à Marseille. Très bien. À bon entendeur, Yannick Lorty, que
que vous apprennent ces campagnes de testing sur les discriminations dans et hors les QPV? Donc, on a compris que localement, vous avez notamment stabilisé des résultats sur Maubeuge et que vous êtes en cours de finalisation de votre enquête sur la métropole européenne de Lille. Voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir déjà sur les apprentissages de ces enquêtes? Comment agissent les critères, que ce soit le genre, l'origine réelle ou perçue et le lieu de résidence? Alors, sur le critère de l'origine, hein, tous les tests qui ont été menés en France sur les 15 dernières années nous disent que, quelle que soit la profession testée, on a des discriminations d'assez grande ampleur, hein, sur notre marché du travail en raison de l'origine. Et donc là, on est en face d'un problème assez fort, marqué, hein. Alors, en particulier, donc, les citoyens français qui ont une origine d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, hein, sont très, très affectés, très pénalisés sur le marché du travail, dans l'accès à l'emploi, et ce, pour beaucoup de professions. Il n'y a pas de campagne de test qui n'ait pas conclu à l'existence d'une différence de traitement sur la base de l'origine. Par contre, sur la base du genre, là, les choses sont un peu plus nuancées, mais ça reprend un peu ce qu'évoquait Samira auparavant. Il y a effectivement des professions qui sont très genrées, et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et donc, il y a des professions dans lesquelles les femmes vont être pénalisées, d'autres professions dans lesquelles elles peuvent être avantagées, et puis il y a aussi des professions neutres, hein. Et donc les choses sont beaucoup plus nuancées pour le genre que pour l'origine en général. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est justement de croiser ces critères dans le cadre de protocoles multicritères. Et on s'aperçoit, par exemple, c'est l'un des nouveaux constats qu'on est en train de mettre en évidence, hein, c'est que des dispositifs comme les emplois francs, qui sont vraiment l'action publique absolument massive, hein, en faveur des personnes, de l'accès à l'emploi des personnes qui résident dans les quartiers prioritaires, eh bien, nous, on s'aperçoit que les emplois francs ont changé la donne en matière de discrimination à l'adresse. Depuis qu'on fait des campagnes répétées avec des protocoles invariants sur l'adresse, on s'aperçoit que la pénalité associée au fait de résider dans un quartier prioritaire a tendance à s'atténuer au fur et à mesure du temps, hein, dans un contexte aussi d'ailleurs d'amélioration du marché du travail, hein. Si on met de côté la crise sanitaire, on a plutôt eu un reflux des discriminations en général en France, et en particulier des discriminations à l'adresse. Mais on met en évidence le fait que ce reflux des discriminations ne concerne pas, ne semble pas concerner certains habitants d'origine maghrébine dans les quartiers prioritaires. C'est-à-dire quelqu'un qui habite dans un quartier et qui signale par son patronyme et son prénom, hein, une origine d'Afrique du Nord, va se trouver toujours pénalisé malgré les emplois francs. Donc les emplois francs vont surtout profiter aux personnes qui sont d'origine franco-française et qui habitent dans les quartiers. Donc ça, c'est vraiment un constat très intéressant qu'on ne peut produire qu'au croisement de deux critères, hein, et qui, du point de vue de la politique publique, est plus qu'important, puisque les emplois francs, bien sûr, c'est conçu pour lutter contre les discriminations, hein, et on voit que ce dispositif, eh bien, il va être efficace pour les discriminations à l'adresse, mais il peut ne pas l'être pour les discriminations selon l'origine. Yannick Lorty, on voit bien quel peut être donc l'intérêt de ce type de sondage, d'enquête par testing, par envoi de candidature tel que vous les déployez, tout simplement pour le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Il me semble avoir compris également que dans le cas du travail que vous réalisez actuellement sur la métropole européenne de Lille, il y a également pour vous un enjeu qui est celui non pas de blâmer ou de dénoncer ces discriminations et notamment les pratiques des entreprises. Il ne s'agit pas forcément de ça, mais d'attirer l'attention sur des logiques qui sont parfois inscrites, même involontairement, dans les modalités de recrutement. Et surtout, ce que vous proposez dans la métropole européenne de Lille, c'est dans une logique de recherche-action. Vous proposez de mettre en place un certain nombre d'actions de sensibilisation
en aval de l'enquête. Dites-nous un peu plus sur cette partie action de la recherche-action sur la métropole européenne de Lille, Yannick Lortier. Ah oui, volontiers. Hein. Alors, ça prolonge un peu ce qu'évoquait Samira tout à l'heure sur de l'importance d'accompagner les personnes dans leur recherche d'emploi. Il y a aussi une importance à accompagner les recruteurs, en fait, dans leur recherche d'emploi. Et Pôle emploi, d'ailleurs, le fait également. Et dans ces actions d'accompagnement vis-à-vis des recruteurs, il est important de les sensibiliser à la problématique du recrutement dans la diversité et le fait de disposer de résultats d'opérations de testing, c'est un moyen extrêmement efficace pour sensibiliser les acteurs en disant, voilà, on a fait une expérience, on vous présente le protocole de l'expérience et voilà les résultats qu'on a trouvés, et donc de faire réagir les acteurs aux résultats d'une opération de testing. Et le fait de coupler comme ça, c'est un travail de recherche à part entière, une opération de testing telle que nous, on l'a produit, puisque notre finalité, c'est de produire, c'est de publier des articles dans des revues internationales, mais ça peut être aussi complètement un outil à destination des acteurs locaux, à destination des recruteurs, à destination aussi des habitants des quartiers, à des fins de sensibilisation sur ces problématiques. Et très souvent, donc les recruteurs jouent le jeu et s'emparent des résultats et du coup développent une appétence pour l'ensemble des autres dispositifs d'accompagnement qui peuvent être proposés par les acteurs publics. Il y a effectivement aussi un problème de recours et de non-recours à beaucoup de dispositifs de l'action publique locale. Et le fait de disposer de résultats de testing à des fins de sensibilisation, ça peut permettre aussi de lutter contre le non-recours et d'augmenter donc la participation de l'ensemble des acteurs à l'offre d'action publique. Bien, merci beaucoup Yannick Lortie pour ces éléments qui nous aident à mieux comprendre cette méthode du testing dans la mesure locale de l'ampleur des discriminations dans l'accès à l'emploi des habitants des QPV. Je me tourne vers Pascal Rouault, Samira Fakir, Stéphanie Durieux. Est-ce qu'il y a des compléments d'analyse, des réflexions sur ce que l'on vient de dire les uns les autres? Alors peut-être moi je voudrais revenir là, c'était dans la discussion, je pense, où on parlait de la difficulté peut-être de plus en plus importante à accéder au public qui ont besoin de l'aide publique, justement. Donc les résultats qu'on a présentés avec Stéphanie, ils portent sur les données du recensement de la population de 2015. Et malheureusement, la statistique publique ne permet pas de disposer de données extrêmement fraîches. Et entre-temps, en fait, on a aussi eu à disposition le recensement de 2019 et on se rend compte que la part des personnes en situation d'inactivité, et notamment dans les quartiers prioritaires, a tendance à augmenter encore un peu. Et donc, voilà, ça fait un peu écho au fait que peut-être il y a un certain nombre de personnes qui vont basculer de la situation de recherche d'emploi à la situation d'inactivité. Et ce phénomène de retrait du marché du travail, il a quand même un peu tendance on a l'impression à être un peu plus important. Et c'est aussi ce qu'on avait remarqué quand on avait fait la présentation là, sur les sortants précoces du système éducatif, que chez les plus jeunes, c'était particulièrement marqué pour les habitants des QPV. Bien, merci Pascal. Et d'ailleurs, sur ce même sujet, on se disait en amont du webinaire ce matin que ce retrait du marché de l'emploi concerne à parts égales hommes et femmes. Hein. Oui. Bien, Samira, Stéphanie, des compléments avant que que je passe le micro à la salle plutôt. Samira? Non, je pense que sur les échanges, ça peut être intéressant de voir les réflexions, effectivement, ou les commentaires.
Très bien. Alors, donc, le micro est à la salle. Vous avez toute la possibilité de demander la parole. Vous pourrez à ce moment-là cliquer sur le petit bouton réaction qui est un smiley avec un plus. Et à l'intérieur, vous pouvez lever la main si vous le souhaitez et vous pourrez ensuite réactiver vos micros. Y a-t-il des prises de parole, des compléments d'analyse, des interrogations ou des demandes de précision à Yannick Lorty, Samira Fakir, Stéphanie Durieux et Pascal Rouault? On peut noter que Claire Ossillou de la métropole Aix-Marseille a saisi l'invitation de Yannick Lorty concernant la reproduction de ce type d'enquête par testing à l'échelle du territoire de la métropole Aix-Marseille. Donc, ça peut être une belle aventure. Stéphane Lermite nous écrit dans le chat: y a-t-il un lien entre le niveau de discrimination et le niveau de tension sectorielle sur le marché du travail? Yannick Lorty, c'est peut-être pour vous? Oui, Ensuite, éventuellement, Samira, si vous souhaitez réagir, ou Pascal et Stéphanie, hein, bien sûr. Mais ça, c'est quelque chose qu'on étudie. Hein, donc, c'est effectivement, il y a un lien entre le degré de tension dans tel ou tel marché du travail local ou dans telle ou telle profession, hein, le degré de pénurie, disons, de salariés et le niveau des discriminations. Hein. On comprend que plus le marché du travail est tendu, c'est-à-dire moins il y a de demandeurs d'emploi par poste de travail, plus il est extrêmement coûteux pour l'employeur de faire jouer des critères personnels dans sa sélection, hein, et plus le niveau de discrimination va être faible. Inversement, quand on a un très grand nombre de candidats par poste, afin de les sélectionner, le recruteur va être plus enclin à faire jouer des caractéristiques personnelles qui n'ont pas leur place dans une sélection, hein, puisqu'elles ne sont pas liées aux aptitudes des personnes. Et il n'y a que ça, bien sûr, qui doit primer dans la sélection. Et donc, on s'aperçoit à la fois au niveau micro-sectoriel, professionnel, et même au niveau macroéconomique, hein, qu'il y a un lien fort entre les tensions sur le marché du travail et les discriminations. Et d'ailleurs, nous, dans nos différents protocoles répétés de niveau national, hein, qu'on réalise en lien avec la DGAFP notamment, et avec le défenseur des droits, on s'aperçoit qu'effectivement, l'amélioration du marché du travail depuis le milieu des années 2010 est allée de pair avec plutôt un reflux des discriminations en France. Hein. On a vu un reflux sur les discriminations selon l'origine et on a même vu disparaître de nos radars des formes de discrimination qui sont moins saillantes, comme c'est le cas de la discrimination en raison de l'adresse. Mmh. L'effet adresse. Samira, c'est quelque chose qui vous parle, ça vous fait réagir? Oui, alors c'est l'actualité première. Là, ce serait intéressant, et on n'a pas encore le recul suffisant d'analyser ce qui s'est passé ces dernières années sur le marché du travail, notamment avec la situation économique et sanitaire que l'on a vécue. Aujourd'hui, du point de vue en tout cas de l'emploi, du marché du travail, nous sommes dans une période très favorable, donc avec énormément de capacités et de propositions d'offres d'emploi que nous avons à disposition et sur lesquelles nous travaillons avec les entreprises. Donc, je suis d'accord avec le constat que vient de faire Yannick, c'est-à-dire que le secteur étant tendu, les employeurs sont sans doute plus ouverts au profil dans le recrutement. Maintenant, on n'a pas d'analyse suffisamment fine parce qu'on est au cœur actuellement de ces tensions-là pour savoir quels sont les critères objectivés et savoir s'il n'y a pas non plus… Alors, on constate, si on prend le secteur de l'hôtellerie-restauration par exemple, on a énormément de difficultés dans le recrutement malgré tout ce que l'on met en œuvre, malgré… les différents dispositifs justement pour casser les discriminations. C'est plus tant cette question-là qui est en œuvre aujourd'hui, ni les compétences, parce qu'on a capacité de former. Il y a des dispositifs aussi pour former les femmes dans le secteur, etc. Donc, on a malgré tout un déficit d'intérêt sur ce secteur-là et de vocation.
Qu'est-ce qu'il en est de faudrait- l'action en direction des recruteurs, Samira? Est-ce que c'est quelque chose sur quoi Pôle emploi, notamment l'agence marseillaise, a une prise? Oui, alors une prise, on y travaille en tout cas, hein. On travaille avec le lycée hôtelier à Marseille sur les vocations, on travaille sur la détection de potentiel, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans le secteur, voir si la personne peut avoir des aptitudes et si on peut la former rapidement à l'entreprise sur quelques heures avant de tenir le poste, la diffusion voilà, des façons de recruter qui sont plus innovantes. On essaye vraiment tout type d'attractivité et de faire en sorte que les personnes se dirigent vers le secteur. Là, on a un vrai défaut d'attractivité du secteur et la compensation, c'est pas tant la discrimination, me semble-t-il, sur ce secteur-là, c'est plutôt ouvert. Donc, il faudra vraiment analyser plus finement ces ressorts-là. Après, on a un certain nombre d'expertises d'avenir sur lesquelles on travaille, les métiers de demain, entre guillemets, et les métiers sur lesquels on sait qu'il faudra monter les compétences des personnes. Donc, on est encore au cœur de ces dispositifs-là et je pense qu'on n'a peut-être pas encore le recul suffisant pour analyser plus finement ces choses-là. Mais je suis d'accord avec Yannick, l'histoire de certaines discriminations, et notamment à l'adressage, se repère de moins en moins en tout cas. Et sur la question de la mobilité, pour répondre aussi à la question tout à l'heure du moyen de transport et de la mobilité, des dispositifs existent tels que les financements du permis, par exemple. C'est des choses que l'on débloque très peu sur l'agence parce qu'on a très peu d'emplois sur lesquels il y a une cohérence entre si je n'ai pas mon permis demain, je ne peux pas avoir le poste. Donc, il n'y en a pas tant que ça d'offres sur lesquelles il faut impérativement avoir son permis et un véhicule pour pouvoir tenir le poste, en tout cas sur les territoires nord de Marseille. C'est un frein dans le sens où forcément, ça sera plus favorable de se déplacer avec un véhicule, mais ce n'est pas un impératif sur beaucoup d'offres d'emploi en tout cas. La question elle est moins là que sans doute la disponibilité du transport en commun sur des heures tardives, etc. Si on prend l'exemple de l'hôtellerie-restauration, si on doit faire un service de nuit au Goutte, par exemple, effectivement, si on a un véhicule, c'est mieux, mais c'est peut-être pas le plus simple non plus. Et c'est une vraie question de transport en commun aussi, bien des fois. Très bien, Je me permets de merci. rajouter, Bien sûr. David, que quand on a mis en évidence les différents profils, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le profil des QPV caractérisés par la précarité de l'emploi, effectivement, on trouve beaucoup plus d'ouvriers et du coup qui sont plus souvent équipés de voitures parce que plus que nécessaire pour ce type d'emploi. Voilà. Donc certains emplois, effectivement, peut-être moins sur Marseille, nécessitent cet équipement, quoi. Tout à fait. Et je voulais juste, hier, Yannick Lorty, on discutait de croisement de données, de ce que vous pouviez mettre en avant. Effectivement, vous parliez, j'aurais bien voulu que vous en parliez un peu plus, du croisement origine et sexe. Et nous, on voit bien que les femmes sont en nette difficulté, un peu plus inactives. Et vous parliez des problématiques des femmes maghrébines ou d'Afrique noire. Je crois que vous pourriez juste l'évoquer parce que c'est quand même si c'est connu, c'est quand même une problématique importante. Bon, rapidement, hein, c'est effectivement très intéressant de croiser les critères parce qu'on sait que eh bien, au croisement des critères, on n'a pas nécessairement une stricte addition des pénalités. Et on peut avoir, par exemple, il y a une juriste américaine, Kimberly Crenshaw, hein, qui a étudié ça déjà dans les années 60, hein, qui a travaillé sur les femmes afro-américaines aux États-Unis, en disant que la problématique de ces femmes, c'était ni celle des femmes en général, ni celle des Afro-Américains en général, mais qu'il y avait une spécificité de leur situation. Et en fait, dans des protocoles de tests qui sont multicritères, dans lesquels on peut croiser les différents critères, les différents motifs de discrimination, on observe effectivement des choses très, très intéressantes. Hein. Et donc, on fait des tests, nous, sur typiquement les femmes maghrébines qui sont dans les quartiers, qui ne subissent pas les mêmes pénalités que les hommes maghrébins issus des mêmes quartiers. Donc, on a des effets, disons, les effets des quartiers sont genrés, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment connu et pas suffisamment documenté dans les recherches. Hein, et on gagne vraiment à explorer ce type de croisement avec des approches adaptées.
Alors, je vois sur le chat la contribution de Claire Ossiou. Claire, d'ailleurs, si vous voulez prendre le micro, n'hésitez pas, qui nous dit à la métropole, on travaille sur les discriminations à l'emploi dans le cadre de l'appel à projet de la DRETS avec Face Sud, la RDML et Collège Coopératif, avec notamment des ateliers recrutement inversés pour sensibiliser les employeurs. Claire, vous voulez nous dire un peu plus sur ces modalités d'atelier inversé? Oui, alors, pardon, j'en profite. Alors, il y a aussi mon collègue Kamel qui est présent, avec qui on travaille, donc qui est du service emploi-formation, et on travaille aussi avec la mission locale. Donc, nous, c'est sur le pays de Martigues, mais là, c'est un appel à projet qui a eu lieu au niveau de la métropole avec effectivement sur 3 ans. Donc, ça nous permet aussi de déployer tout un arsenal de propositions. Il y a eu des formations pour les professionnels sur les discriminations à l'emploi. Il y a eu des ateliers, donc un atelier recrutement inversé avec des personnes en recherche d'emploi et des employeurs qui jouaient, qui inversaient leur rôle. Ensuite, on a aussi fait la régate des possibles avec Face Sud, avec donc des personnes qui étaient en recherche d'alternance et des entreprises qui étaient embarquées sur le même bateau pour une vraie course avec une mer assez démontée, histoire de se rencontrer de façon différente le matin, et ensuite avec un moment plus classique de job dating l'après-midi. Donc voilà, ce sont des expériences qui sont en cours, et en écoutant Yannick Lorty, je me disais que c'est peut-être dommage qu'on n'ait pas une espèce enfin un regard un peu universitaire ou qui nous permette de capitaliser peut-être sur ce qui est en train de se passer. Alors, c'est sûr que c'est encore expérimental, et on aura besoin d'en tirer les enseignements. Et peut-être que ça se fera aussi dans le cadre donc de ce travail en commun qu'on a commencé, métropole et département, sur la question de la prévention et de la lutte contre les discriminations. Donc voilà, il y a des choses intéressantes qui sont en train de se passer. Voilà. Merci Claire pour ces précisions. Pierre Laurent du CARIFOREF, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Bonjour Pierre. Bonjour David. Vous souhaitez prendre la parole pour évoquer 3 études qui peuvent intéresser les participants à cette rencontre, et puis dire aussi un mot sur le CARIFOREF dans ses travaux sur l'emploi et la politique de la ville. Volontiers, merci David. Travaux qui vont nous amener à travailler avec Cité Ressources, et j'en suis ravi. Donc, en fait, je suis Pierre Laurent, responsable du pôle accompagnement des professionnels au CARIFOREF. Je suis en effet récemment mandaté pour suivre la thématique politique de la ville au CARIFOREF, donc pas encore extrêmement expert. Peut-être juste dire que le CARIFOREF, c'est la résultante récente de la fusion de l'Observatoire régional des métiers, donc investi depuis longtemps sur le champ de l'observation, et du CARIF Espace Compétences. Sur le volet politique de la ville, on a été sollicité par la DRETS pour un appui donc, sur cette thématique, avec un volet alimentation du site Ville Emploi PACA. Donc, c'est la diffusion d'un certain nombre d'informations sur le volet emploi, formation, insertion, relative à la politique de la ville. Je vais également devoir concevoir un tableau de bord statistique sur cette dimension-là, donc sur le volet
emploi, formation de la thématique politique de la ville. Ce n'est pas encore le cas. Et puis, coopération avec la Cité Ressources pour appuyer la DRETS sur le montage d'événements en lien avec cette thématique emploi, formation. Je parle sous votre contrôle, David, parce que ça fait plus longtemps, je pense, que vous êtes investi sur ce champ. Et donc, en effet, peut-être dernière chose à dire. Alors, moi, je suis un transfuge de l'ORM et à l'ORM, je travaillais beaucoup sur les questions de public spécifiques et c'est toujours le cas avec des liens, entre autres, avec, par exemple, Claire Ossiou sur la thématique égalité, mixité, peut-être dire aussi des compétences sur les axes âge et personnes en situation de handicap qu'on a moins évoquées. Donc, c'est des missions sur lesquelles je travaille toujours. Également les questions de discrimination et du coup, ça fait le lien avec les 3 études, et j'en aurai terminé, qui sont peut-être des éléments de cadrage généraux pas forcément spécifiquement politique de la ville. D'une part, on ne vous voit plus, Pierre. Oui, Voilà. pardon, désolé. D'une part, il y a la dimension métier en tension sur laquelle on travaille de façon pluriannuelle au CARIFOREF et en contribution de la région, de l'État et de Pôle emploi. Vous trouverez sur le site du CARIFOREF des supports sur les travaux qu'on a pu réaliser sur les métiers en tension, parce que j'entendais parler de la thématique métiers en tension tout à l'heure. D'autre part, alors comme élément de cadrage un petit peu plus large que les territoires politiques de la ville, on a sur notre site un outil qui s'appelle Data Décision Territoire. Je pourrais éventuellement donner les liens ultérieurement si ça paraissait opportun. Donc, Data Décision Territoire, c'est des éléments sur l'emploi, la formation, les problématiques d'insertion sur une échelle un peu plus large. Voilà, donc plutôt département et puis zone d'emploi. Et puis, le dernier aspect à évoquer, c'est diverses études qu'on a pu mener sur la dimension discrimination et en particulier une comparaison, alors c'était du temps de l'ORM, des problématiques liées à l'origine, en comparaison de problématiques liées au handicap. Il me semble que du coup, c'est à la fois sur les enjeux et sur les leviers d'action sur ces 2 dimensions. Voilà ce que je pourrais rajouter en m'excusant qu'on ne soit pas complètement lié, bien sûr, à la dimension contrat de ville, mais je pense que parfois des données contextuelles sont importantes également. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Pierre-Laurent, pour ce rappel de ce que c'est que le CARIF-OREF et ce que le CARIF-OREF doit devenir aussi. Merci pour ces références. N'hésitez pas à me les faire parvenir si vous les avez sous le bras, histoire qu'on puisse les joindre au mail suite à ce webinaire dans lequel on vous diffusera les diapos et les différentes ressources qui auront été partagées. Petite précision, David, on subit un gros bug informatique cette semaine et donc c'est des références que je pourrais vous transmettre en début de semaine prochaine. Entendu, Pierre-Laurent, merci. Et puis, je me dis que sur votre travail de tableau de bord et de suivi, à l'échelle du moins de la métropole Aix-Marseille, il y aurait sans doute un rapprochement à avoir avec Nicolas Sablier de l'agence d'urbanisme de Marseille et qui fait partie des participants à cette rencontre. Donc voilà, c'est juste pour profiter de ces rencontres que l'on peut faire, y compris en visioconférence. Merci pour ce lien. Bien, alors on va conclure bientôt. Juste avant cela, Anne Armand sur le chat qui nous décrit une initiative originale menée par la mission locale du Conseil de territoire 5 de la métropole Aix-Marseille sur du recrutement de jeunes résidents en QPV à travers des journées d'escalade
avec un jeune et une entreprise en binôme, qui fait écho à la régate des possibles décrite auparavant par Claire Ossillou, et puis Frédéric Châtel qui pose une question un peu plus large. Il nous dit, existe-t-il des travaux récents sur les motifs mis en avant par les employeurs pour discriminer lorsqu'ils embauchent? Lorsqu'ils recrutent en utilisant des critères qui n'ont rien à voir avec le travail à pourvoir, ces employeurs ont-ils conscience du fait qu'ils se privent de talent et qu'ils ne recrutent pas de façon optimale? Yannick Lorty, c'est peut-être à nouveau pour vous? Non, c'est une bonne remarque, hein. Effectivement, le problème des discriminations, ce n'est pas simplement un problème moral, un problème de justice, d'atteinte à la dignité des personnes, c'est déjà considérable, hein, mais c'est aussi un problème d'efficacité économique. Effectivement, un employeur, un recruteur se prive de ressources, et donc la question, c'est de se dire pourquoi, enfin, il paraît irrationnel de discriminer, hein. Ça, c'est une question qui préoccupe les économistes depuis que la discrimination a été analysée par cette discipline et par les autres disciplines. Et donc, en gros, on a trois grandes explications, hein. Il y en a deux qui renvoient à des comportements conscients. Donc, c'est l'explication par les préférences. C'est le racisme, hein, le sexisme. On est un recruteur dit je ne veux pas travailler avec des femmes, voilà. Donc moi je ne recrute pas de femmes. Ça c'est quelque chose qui existe, hein. Il y a une deuxième explication, c'est ce qu'on appelle les discriminations statistiques, ou par l'information. J'associe le fait de recruter une femme avec un coût caché ou peu évident, ou un effet sur la productivité. Par exemple, une femme va être plus fréquemment une jeune maman, et donc il va y avoir des conséquences sur des coûts pour mon entreprise liés à la prise en charge des congés maternité, des congés parentaux, etc. Donc je préfère à qualité égale recruter un homme plutôt qu'une femme, surtout si elle est jeune, voilà. Et donc ça, c'est discrimination statistique. Et puis il y a une troisième grande explication, alors là qui est pas économique, mais qui est très défendue par des psychologues, par des sociologues, c'est ce qu'on appelle les discriminations implicites. Disons, à l'insu même de la rationalité du recruteur, hein, on est victime de stéréotypes sans en être nécessairement conscient, et on va discriminer sans forcément le savoir. Et donc là, il faut aussi sensibiliser, objectiver les critères de recrutement de façon à prévenir ce type de comportement. Mais c'est intéressant de constater qu'il y a plusieurs mécanismes en œuvre possibles. Il y a des mécanismes conscients, d'autres qui sont inconscients. Il y a des choses qui renvoient aux préférences, d'autres qui renvoient à des considérations, à du calcul économique. Et cette galaxie de mécanismes fait que les solutions au problème sont pas du tout évidentes. En fait, la solution au problème va dépendre du type de mécanisme qui est en œuvre sur tel ou tel marché du travail. Merci beaucoup Yannick Lorty pour ces éléments. Il sera intéressant aussi si vous êtes en mesure de nous proposer une ou deux références synthétiques ou qui fassent la synthèse de ce type de travaux sur les facteurs de discrimination à l'embauche, qui fassent partie de vos travaux ou pas. Ce serait intéressant de pouvoir les joindre à la synthèse qui suivra ce webinaire. Bien, écoutez, à moins qu'il n'y ait encore des contributions, je vous propose de conclure notre échange aujourd'hui. Comme je le disais au démarrage de la séance, il s'agit aujourd'hui de la dernière séance de ce cycle de webinaires co-organisé par Cité Ressources et l'INSEE PACA. Nous rendrons disponibles les différents liens pour accéder au replay progressivement et dans les jours qui suivent, pour que vous puissiez avoir accès à l'ensemble de ces échanges et des ressources qui ont pu être échangées à leur occasion. De dire également que c'était, pour Cité Ressources, très agréable de pouvoir échanger non seulement avec nos invités, mais également de pouvoir
travailler ensemble avec l'INSEE PACA. C'est quelque chose que nous souhaitons pouvoir reproduire dans un avenir très proche. Donc, merci à l'INSEE PACA de s'être prêté à l'exercice. Et merci à vous tous aussi pour l'intérêt que vous témoignez pour ce type d'échange. Pascal Rouault, Stéphanie Durieux, vous voulez dire un mot? Benjamin Sakharovitch? Je ne sais pas si Benjamin veut prendre la parole. Vas-y, Pascal. Je pense que de notre côté, on a été ravis aussi de pouvoir partager nos travaux avec, grâce au travail important de Cité Ressources pour l'organisation de ces rencontres. Pour nous, c'est essentiel parce que notre travail n'a de sens que s'il est partagé. Et donc, vraiment, c'était très instructif et stimulant de notre côté de participer à ces webinaires. Et donc, on voulait remercier Cité Ressources et puis aussi la forme d'organisation des rencontres, en fait, on a trouvé que c'était assez complémentaire entre les présentations de l'INSEE qui finalement sont plutôt des données de cadrage, on va dire, pour ouvrir la discussion, et après l'échange avec à la fois les acteurs terrain et le regard plus recherche universitaire. Bien, merci, merci Pascal. Benjamin, vous voulez prendre la parole peut-être? Merci beaucoup à tous pour l'organisation de ce cycle de séminaire. N'hésitez pas, si vous avez des sollicitations auprès de l'INSEE pour des besoins dans le cadre de l'évaluation des contrats de ville. On répondra à vos demandes. Ou peut-être des diagnostics préalables à l'élaboration des futurs contrats de ville également, Benjamin. Tout à fait. Bien, merci beaucoup à vous tous et toutes. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et puis à très bientôt, j'espère.